encore le dire, vu qu'on est encore en janvier. Et donc, bienvenue à cette 4e édition de Café Guichet Vert. En effet, la première édition de cette année, 2024. En effet, nous avons eu déjà un premier Café Guichet Vert dédié au transport et la livraison, un deuxième Café Guichet Vert dédié au nettoyage, un troisième dédié au numérique et un quatrième, le Café Guichet Vert d'aujourd'hui, dédié à l'alimentation et les biodéchets. Donc, un café qui se divise en deux parties, puisqu'on va parler d'abord sur l'alimentation. Donc, qui dit alimentation dit le cycle de vie à peu près, dit par exemple les matières premières, la fabrication des aliments, le transport, la distribution, l'utilisation, et enfin les biodéchets, donc la fin de vie de ces aliments. Donc, pour continuer, et avant de commencer, avant d'entrer dans la présentation, je vous invite à couper vos micros et à poser toutes vos questions dans le chat parce qu'on aura quelques temps d'ici la fin de la présentation pour aborder les questions. Et donc, voilà, je pense que ces propos pour commencer. Et pour continuer, je voulais donner la parole à Madame Chiara Leonardis. Chiara de Leonardis. Je ne sais pas, Naël, si on peut continuer avec Chiara de Leonardis, chef de pôle achat durable du Commissariat général au développement durable. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci Raphaël pour cette introduction et pour m'avoir convié à ces cafés verts consacrés donc à l'alimentation et aux biodéchets. Je remercie de m'avoir donc invité à prendre la parole. Pour entrer directement dans les vifs du sujet, comme vous le savez, la loi Climat et Résilience de 2021 impose l'intégration des considérations environnementales et sociales sous certaines conditions dans les contrats de la commande publique. L'enjeu donc est de faire de la commande publique, qui représente à peu près 10% du PIB, un véritable levier de la transition écologique. Et pour que ces ambitions se transforment en réalité, le CGDD a élaboré le plan national pour des achats durables qui, depuis 2022, constitue la feuille de route pour atteindre les objectifs de la loi Climat et Résilience. Pour ce faire, ces plans se proposent d'accompagner tous les acheteurs, tant publics que privés, mais également l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'achat, qu'il s'agisse donc d'élus, de décideurs, d'opérateurs économiques, dans cette transformation nécessaire et renforcer l'accès à une offre inclusive et environnementale. Donc, pour accompagner l'attente des obligations, en fait posées par la loi Climat et Résilience, les PNAD posent deux objectifs. D'ici 2025, 100% des contrats de la commande publique devraient intégrer une considération environnementale et 30% des contrats de la commande publique devraient intégrer une considération sociale. Afin d'accompagner les acteurs à s'emparer de ces objectifs, et notamment sur les volets environnementaux, les commissariats généraux au développement durable a décidé de soutenir, d'accompagner les déploiements des guichets verts. Les guichets verts sont des guichets qui sont portés localement au niveau régional ou départemental par les réseaux régionaux de la commande publique, au sein desquels en fait Raphaël et Anaël travaillent. Et les rôles en fait des guichets verts, c'est vraiment d'accompagner sur les considérations environnementales en proposant un conseil minute. Donc c'est un conseil gratuit, mais effectivement d'une durée limitée à 1 heure, maximum 1h30, pour vraiment apporter une réponse sur des questions techniques. Voilà, ces guichets verts se sont développés tout au long de l'année 2022 et 2023. Et à ces stades, comme vous pouvez les voir en fait dans la carte, il y en a 11 qui couvrent donc 14 départements et régions.
à l'exception donc de la Corse et du Grand Est. Donc voilà, ces guichets ont vraiment le but d'accompagner les collectivités et particulièrement les petites collectivités qui donc n'ont pas les moyens, souvent humains ou financiers en fait pour avoir ces types d'accompagnement, à saisir ces enjeux. Et les guichets verts en fait, ils proposent aussi donc des événements comme ces cafés qui permettent d'échanger sur des bonnes pratiques. Pour, vous donner voilà, une idée, des réponses qui sont apportées par le guichet vert, il peut s'agir en fait des guides, ressources, des fiches, des, retours d'expérience ou des exemples en fait, des CE, mais aussi des informations sur la réglementation achat durable ou par exemple sur les sourcings. Je tiens à préciser encore une fois, probablement vous le savez, les guichets verts en fait n'est pas en prestation des conseils juridiques, ni une prestation d'assistance, à la maîtrise d'ouvrage, mais vraiment un accompagnement pour s'emparer, des réglementations et des considérations environnementales et pour rendre les achats publics durables. Aussi, j'en profite en fait pour vous présenter d'autres outils qui sont proposés au sein du PNAD. Notamment, il y a un MOOC sur les achats durables qui est réalisé, par Open Classroom avec les soutiens du ministère et qui vise vraiment à proposer, avec un cours de 8 heures accessible à tous, une formation en matière d'achat durable. Et aussi également, il y a d'autres outils comme la clause verte, l'AREF, qui sont des outils qui permettent de s'informer et de se tenir à jour en fait sur les sujets réglementaires en matière de clause verte et d'achat durable. Voilà, je vous remercie, je reste à disposition pour répondre à d'éventuelles questions et je passe la parole à Anaëlle. Merci beaucoup, Chiara. Est-ce qu'il y a des questions avant que j'enchaîne avec la suite? A priori, non. Donc, je vous propose qu'on continue. Je remets en plein écran si possible. Ce sera quand même plus agréable pour suivre. Voilà. Donc merci Chiara pour la présentation du guichet vert. Gabriel et moi allons maintenant vous présenter nos réseaux respectifs avant d'entrer dans le vif du sujet, donc les marchés sur lesquels on a pu apporter des conseils sur l'alimentation et la gestion des biodéchets. Donc moi je vais commencer par le groupement d'intérêt public Maximilien, qui est un service public mutualisé d'administration électronique en Île-de-France. Son objectif, c'est d'accompagner les acheteurs publics d'Île-de-France dans leur dématérialisation et également de rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et notamment aux TPE et PME en proposant des services gratuits aux opérateurs économiques. Le GIP Maximilien est aussi le réseau régional des achats responsables et c'est en cette qualité que nous promouvons les achats responsables et que nous portons différentes missions sur lesquelles je vais revenir dans une minute. Mais je reviens d'abord sur l'aspect dématérialisation en vous rappelant que nous pouvons vous accompagner dans votre transformation numérique grâce à des outils et des services mutualisés, notamment un profil acheteur, un parapheur, un tiers de transmission, etc. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via l'adresse contact@maximilien.fr que vous retrouvez en bas de diapo. Et donc, comme je le disais, nous sommes aussi le réseau francilien des achats publics responsables et nous proposons un accompagnement à la fois sur le volet social et sur le volet environnemental à travers déjà le guichet vert pour le côté environnemental et avec notre guichet régional des clauses sociales pour, bien sûr, le volet social. Nous proposons aussi des ateliers achats responsables de manière trimestrielle qui traitent de nombreux sujets de la commande publique responsable. Nous avons mis également à disposition des boîtes à outils qui portent sur l'économie circulaire sur différents segments d'achat. Donc, je vous ai mis tous les liens pour que vous puissiez en savoir plus à la suite du webinaire, puisque bien sûr, nous vous enverrons les diapos dès que possible. Je vous invite à visiter notre site internet et notre page YouTube sur laquelle vous trouverez de nombreuses ressources, de nombreuses informations. Vous trouverez les replays de nos différents ateliers
Et vous pouvez également vous rendre sur la plateforme Rapide, qui est donc une plateforme pilotée par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires pour sur la plateforme Rapide, nous avons créé un groupe réservé aux acheteurs publics franciliens, dans laquelle nous pouvons échanger, à la fois avec des pairs franciliens, mais aussi nous vous partageons des informations sur la réglementation, et cetera. Pour finir, je vous invite aussi, si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à la lettre d'information que nous envoyons tous les 3 mois. Si vous le souhaitez, vous avez accès ici via les diapos aux précédentes lettres. Et si vous souhaitez y être inscrit, vous pouvez aussi nous contacter à l'adresse en bas de diapo achat-responsable au pluriel @maximilien.fr. Et je laisse la parole à Gabrielle. Merci Anaëlle. Donc, pour continuer avec le Relais 2D, le Relais 2D, en fait, est une société coopérative d'intérêt collectif et qui travaille dans tous les départements du Bas-Rhin. À la base, le Relais 2D a commencé comme une association qui s'appelle le Relais Chantier, qui s'occupait de l'insertion des clauses sociales dans les marchés publics et qui aujourd'hui, à travers le relais chantier qui s'occupe du suivi et le relais 2D qui maintenant s'occupe de l'insertion des clauses dans les marchés publics sociaux et aujourd'hui qui porte le guichet vert au niveau départemental, peut fournir aux acheteurs du Bas-Rhin un conseil de premier niveau à la fois sur les volets environnemental et un conseil sur le volet social, à travers la section des clauses. Donc, l'objectif principal du relais 2D, qui a été créé en 2019, est de développer une activité d'intérêt général consistant à assurer la promotion et la prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, et à travers 3 axes, la promotion des objectifs de développement durable, l'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 40 maîtres d'ouvrage dans les départements du Bas-Rhin et le soutien à toute structure demandeuse chargée de la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans la région du Grand Est. Donc, à travers ces missions, le relais 2D accompagne d'un point de vue social. Aujourd'hui, à travers le guichet vert, à travers un conseil de premier niveau d'un point de vue environnemental et aussi récemment à travers une mission d'économie circulaire, à travers le réemploi dans les bâtiments. Donc voilà, ce sont les objectifs de la structure qui commençait à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg, mais qui ensuite maintenant travaille dans tous les départements barinois du Bas-Rhin. Donc voilà pour le relais 2D. Et du coup, je vais reprendre la parole pour vous présenter de manière très rapide, le contexte, la raison pour laquelle on a choisi de traiter aujourd'hui de l'alimentation et de la gestion des biodéchets. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'agriculture est à la fois source, mais aussi solution par rapport au changement climatique. L'agriculture, c'est le 2e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 19 des émissions de gaz à effet de serre en 2019. Ce sont principalement du méthane et du protoxyde d'azote. Et pour faire face à ces fortes émissions, la stratégie nationale bas carbone 2 de 2020 a posé 2 objectifs. Un premier, celui de réduire de 19 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2015. Et le deuxième objectif, qui est plutôt à moyen terme, de réduire de 46 à horizon 2050, toujours par rapport à 2015. Donc, pour réduire les émissions de l'agriculture, on peut chercher à développer une agriculture plus responsable et ça va être notamment de mettre en place de l'agriculture biologique, de chercher à favoriser la biodiversité, et cetera. Mais en tant qu'acheteur public, ce qu'on va plutôt pouvoir faire, nos leviers vont plutôt être au niveau de la demande alimentaire et donc on va pouvoir chercher à demander des produits de qualité, des produits écologiques et à réduire le gaspillage alimentaire. Donc voilà pour le contexte vraiment de manière succincte, puisqu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail par la suite. Donc là, on va vous présenter, Gabrielle et moi, des sollicitations que nous avons reçues par rapport au guichet vert et les réponses que nous y avons apportées. Donc pour commencer, un marché d'approvisionnement en denrées alimentaires.
Quand on a reçu cette demande, tout d'abord, l'idée, ça a été de rappeler les exigences normatives, puisqu'elles sont notamment un levier pour acheter plus responsable. On a déjà la loi Egalim de 2018, que vous connaissez très probablement, qui a posé l'obligation, depuis le 1er janvier 2022, de proposer au moins 50% de produits durables, dont 20% de produits bio. Et vous retrouvez la définition des produits durables dans l'article qui est cité juste ici. Et donc, globalement, les produits durables, ça va être l'agriculture biologique, le label rouge, les appellations d'origine protégée et contrôlée, les indications géographiques protégées, la certification haute valeur environnementale, et cetera. Donc je vous invite à à aller à aller voir l'article pour avoir vraiment tous les critères, d'alimentation durable. Et ces critères, en ont eu un nouveau, on va dire, depuis la loi Climat et Résilience qui a ajouté le commerce équitable. Et effectivement, le commerce équitable, il est vraiment, c'est un label très intéressant puisqu'on va jouer à la fois sur le volet social, sur le volet environnemental, mais aussi sur la dimension économique avec une meilleure, rétribution des agriculteurs. La loi Climat et Résilience a également ajouté un sous-objectif spécifique à la viande et aux poissons de 60% de produits durables, en comparaison avec les 50% posés par Egalim, qui sont bien sûr toujours d'actualité, mais viande et poissons, on va être aujourd'hui à 60%. Et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, puisque c'est à compter du 1er janvier 2024, donc il faudra que vous le preniez en compte dès maintenant. Et la loi Climat et Résilience pose aussi l'obligation de proposer au moins un menu végétarien par semaine. Vous en avez probablement déjà entendu parler avec la loi Egalim à titre expérimental, mais aujourd'hui, on est sur une obligation et à noter que ce menu végétarien doit être quotidien, dès lors qu'on est sur des cantines de l'État et des universités. Il y a énormément de réglementations qui peut être intéressantes au niveau de l'alimentation et du gaspillage alimentaire, et cetera. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire succinct, donc je vous invite à vous rendre sur l'outil LAREF. Vous avez le lien en bas de diapo qui, pourra vous aider à en savoir plus sur vos obligations, normatives. Donc sans plus attendre, les spécifications techniques et conditions d'exécution que vous pouvez intégrer dans votre marché pour avoir un marché plus, environnementalement responsable. Tout d'abord, vous allez pouvoir vous appuyer sur les 2 lois qu'on vient de voir pour demander de l'alimentation durable. Et éventuellement, vous pouvez même demander à avoir une part grandissante de produits durables au fil du marché. Je vous invite par contre à bien veiller à toujours mettre la mention ou équivalent dès que vous demandez des produits labellisés ou certifiés, puisque sur l'alimentation durable, comme je vous l'ai dit, on est sur label rouge, agriculture biologique, AOP, AOC, et donc là, il faudra bien veiller à mettre ou équivalent pour respecter, pardon, les principes de la commande publique. Vous pouvez également demander des produits qui soient commercialisés en circuit court. Je rappelle que le circuit court, c'est maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ce n'est pas du tout du local. Et le local, je fais une parenthèse, n'est pas du tout synonyme d'environnementalement responsable. Le local, ça veut juste dire que c'est fait à côté de chez vous. Ça peut être un agriculteur qui utilise des produits chimiques, enfin des produits chimiques en profusion. Ça peut être aussi un produit qui est passé entre les mains de 7, 8, 9 intermédiaires. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas responsable, mais en tout cas, ce n'est pas du tout synonyme, de responsable. Et il faut noter aussi que, les émissions de gaz à effet de serre, si on prend tout le cycle de vie d'un produit alimentaire, vont être de l'ordre de 15 à 17% pour les transports, alors qu'on va pouvoir monter jusqu'à plus de 60% pour le mode de production. Donc si vous voulez faire un achat environnementalement responsable, c'est pas forcément les transports qui vont être les plus impactants. N'hésitez pas à plutôt demander des produits bio. Voilà, parenthèse fermée sur le local, je continue sur les produits de saison qui peuvent être très intéressants puisque là, ça peut vous aider, notamment si vous voulez du local, parce qu'on peut aussi vouloir du local pour soutenir le milieu, économique, local. Vous pouvez demander des produits de saison qui, en plus de ça, vont faciliter la réponse au marché des agriculteurs puisque ça donne de la flexibilité, on va dire, dans le marché plutôt que de demander absolument tel ou tel produit. Vous pouvez également intégrer des considérations relatives au bien-être animal. Donc ça va être par exemple de demander des produits issus de l'agriculture biologique,
veiller à ce que les animaux aient un accès à l'extérieur, à ce qu'il y ait une densité maximale dans les bâtiments et également veiller à ce que des mesures soient prises pour permettre la liberté d'expression du comportement normal de l'espèce. Donc ça va être typiquement de pouvoir gratter le sol, de pouvoir voler, et cetera. Demander aussi que la douleur soit prise en charge dès que c'est nécessaire. Vous avez, je vous ai mis en fin de diapo, des ressources pour en savoir plus sur le bien-être animal et comment l'intégrer dans votre marché. Pour finir, on a aussi en condition d'exécution la possibilité de demander la réduction des emballages et notamment la suppression via le recours au vrac, mais ce ne sera pas forcément possible sur tous les produits. Vous pouvez également demander des emballages qui soient réemployables ou recyclables. Et puisque évidemment les transports, même si c'est pas l'impact environnemental le plus élevé, enfin pardon, le plus important, on va pouvoir agir dessus et demander le recours à des modes de transport peu polluants et l'optimisation des livraisons. Je vous invite à bien penser à réaliser un sourcing avant de rédiger votre cahier des charges pour connaître les capacités du milieu fournisseur, puisque par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de circuits courts, mais c'est pas forcément évident pour les agriculteurs de vous répondre directement. Des fois, il va y avoir un intermédiaire supplémentaire qui fait que ce n'est plus du circuit court, mais ça reste quand même, des agriculteurs, de proximité si votre choix est de faire de la proximité. Si vous souhaitez connaître aussi, les produits de saison et cetera et n'hésitez pas à vous rapprocher des chambres, régionales d'agriculture qui pourront vraiment bien vous renseigner sur l'offre disponible et sur les freins et les leviers, des agriculteurs locaux. Je vous invite aussi à penser à l'allotissement puisque, vous allez par exemple, demander des produits à la fois bio et conventionnels dans votre marché. Pardon. Si vous demandez du bio et du conventionnel, si vous mettez tout dans le même lot, un agriculteur bio ou un groupement d'agriculteurs bio ne va pas pouvoir vous répondre. Alors que si vous faites un lot en bio et un lot en conventionnel, ça va être beaucoup plus facile. Et donc ça vous évite de fermer des portes à des agriculteurs. Bon, je dis bio, mais c'est un exemple, hein, mais voilà, ça évite de fermer les portes à des agriculteurs bio. Tout comme si vous souhaitez faire du local, demander des pommes, des poires et des bananes dans le même lot parce que vous faites un lot fruits, ça peut être compliqué également et vous risquez d'avoir plutôt des grossistes qui vont vous répondre. Non pas que les grossistes soient une mauvaise chose, mais en tout cas, voilà, c'est bien d'avoir ces éléments en tête pour veiller à faire l'achat que vous souhaitez vraiment faire. J'en viens aux critères de jugement des offres. Globalement, on peut reprendre ce qu'on a mis en conditions d'exécution et en spécification technique en demandant d'aller plus loin. On va par exemple valoriser les offres qui vous proposent un taux d'alimentation durable plus élevé que le minimum que vous avez fixé dans vos spécifications techniques. Vous pouvez aussi, là encore, prendre en compte le bien-être animal, les démarches de réduction des déchets et celles d'optimisation des livraisons. Là, c'est à vous aussi de voir ce que vous voulez valoriser entre le recours à des hubs logistiques, le recours à un prestataire externe plutôt que d'avoir plein de camions qui viennent vous livrer, au cours de la journée pour chaque type de produit, pour chaque lot et cetera. Et pour ces critères, relatifs aux déchets et aux livraisons, je vous invite à étudier les outils qui ont été développés par la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, qui vous permettent d'analyser les engagements et les actions qui ont été mises en œuvre par les opérateurs économiques, en la matière. Et bien sûr, on insistera toujours là-dessus, bien sûr, demandez des moyens de preuve pour, vous assurer que vous recevez les produits que vous commandez, heu, dès lors que vous demandez des labels et cetera. Je termine par une, rapide réflexion sur la pondération des critères. Bon alors l'actualité, nous permet aussi de parler de ce sujet-là, mais je vous invite vraiment à ne pas pondérer le critère prix, enfin faire attention à votre pondération au niveau du critère prix. Étant donné qu'on sait qu'il y a déjà une forte pression qui est faite sur les prix, de manière générale, que les coûts de production sont de plus en plus élevés pour les agriculteurs et notamment pour tout ce qui est démarche de labellisation, de certification et cetera. C'est tout un mode de production à revoir. C'est, du temps pour se former, pour passer ces labellisations, certifications et cetera. Et tout ça, en fait, avec votre marché, vous pouvez soutenir l'agriculture française, l'agriculture locale, en pondérant les critères de qualité de manière plus élevée qu'à votre habitude. On a vu dans des marchés, des critères allant jusqu'à 50 ou 60 et bien sûr, il va y avoir du coup un surcoût, mais il est possible de contrebalancer ce surcoût des denrées qualitatives avec différentes démarches, telles que réduire la part carnée dans les menus, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on a une obligation de 1 menu végétarien par, semaine, mais il est tout à fait possible, d'en avoir plusieurs.
Vous pouvez aussi mettre en place des démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire et bien sûr de la formation du personnel. Et je pense notamment, là encore, aux plats végétariens, puisqu'il y avait un taux de prise pas très élevé lors de l'expérimentation en 2020, je crois. Mais plus le personnel est formé, plus les plats végétariens vont donner envie, vont être goûtus, et cetera, et donc ça va être il y aura beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Je vous ai mis le lien là vers 2 études de l'ADEME et de l'Association des maires de France qui, présentent ces démarches et qui rappellent bien que chez certaines collectivités ont réussi à réduire le surcoût via ces démarches. Pour finir, voilà, je vous ai juste mis des ressources qui pourront vous être utiles pour, en savoir plus sur l'alimentation, sur le bien-être animal, et cetera. Vous avez notamment le site Ma Cantine qui référence de nombreux guides. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais sachez que vous avez, toutes ces ressources à votre disposition. Et Gabrielle, je te repasse la parole. Ah, bon, bah, s'il y a des questions, on va peut-être les prendre, rapidement. Oui, Alors, on me dit qu'une question, c'est de comment faire la proximité dans un marché. Je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question vu que, j'ai dit que c'était vraiment pas environnementalement responsable. Quoi qu'il en soit, faire de la proximité, ça reste interdit par le code de la commande publique, donc ce n'est pas forcément ça qu'on va chercher à faire. Mais en fait, il faudra vous interroger sur pourquoi est-ce que vous voulez faire de la proximité? Est-ce que c'est d'un point de vue social, environnemental, économique? Sur l'environnemental, comme je l'ai dit, si vous souhaitez faire du local, je vous invite à faire aussi du bio, parce que je trouve pas ça d'un point de vue personnel, je trouve pas ça très intéressant de valoriser des exploitations juste à côté de chez soi, mais qui sont, hem créatrice de pollution de l'air, des eaux et des sols. Mais en tout cas, voilà, chercher à s'approvisionner de manière vertueuse en environnemental et ensuite chercher à faire du localisme, pourquoi pas. Pour s'approvisionner à proximité, pour moi, c'est le sourcing qui va vous le permettre. Vous allez connaître votre milieu fournisseur, et donc vous allez pouvoir rédiger votre marché en conséquence. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Proximité était formulée dans votre PowerPoint. Alors je reviens rapidement. Je crois pas avoir noté la proximité dans mon PowerPoint, mais si vous voulez, on pourra revenir, là-dessus. Hem, oui, mais alors en fait, vous n'avez je vois la réponse de alors monsieur ou madame Demeyer. Le code de la commande publique vous interdit tout de même, de valoriser des opérateurs économiques en fonction de leur proximité. Donc ce que vous faites, ce n'est pas possible dans votre, cahier des charges, en tout cas. La définition d'un plat végétarien. Un plat végétarien, ça va être un plat dans lequel vous n'avez pas de viande ou de poisson, mais par contre les œufs et les produits laitiers sont complètement acceptés. Et pour les labels ou équivalent est-il suffisant? Hem, A priori oui, puisque c'est ce qu'on fait de manière générale. Ou faut-il détailler le contenu du label cité? Vous pouvez éventuellement lister les critères du label qui vous intéressent le plus, puisque peut-être que tous les éléments ne vous intéressent pas, enfin, je j'ai pas d'exemple en tête, puisque je n'ai pas décortiqué les labels, en tant que tels. Mais par exemple, sur l'agriculture biologique, vous pouvez demander à avoir notamment des éléments sur le bien-être animal. Mais, enfin voilà, vous décortiquez, vous prenez que les éléments qui vous intéressent dans le ou équivalent comprenant ces choses-là. Et d'accord, monsieur, madame Demeyer, vous ne les valorisez pas, vous les questionnez, du coup, il y a pas de problème. Si on questionne, évidemment, ça pose pas de problème. Du coup, Alors, on me demande la slide avec les ressources, la voici, mais sachez que vous aurez accès aux diapos et de toute façon, vous pouvez bien sûr revenir vers Gabrielle et moi si vous avez des questions après la présentation. Alors, savoir s'il faut faire un lot bio et un lot non bio dans un marché, moi je vous le conseille puisque ça permet à des opérateurs économiques exclusivement bio de vous répondre. Et ça, pour moi, c'est une véritable manière de promouvoir une agriculture responsable, de favoriser les agriculteurs qui sont engagés dans des pratiques durables, puisque là, vous leur ouvrez les portes, mais en grand. Donc, bien sûr, si vous pouvez le faire, faites-le, c'est vraiment très intéressant.
Alors, on dit qu'il y a d'autres questions. Je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Gabriel et puis ensuite on pourra prendre toutes les questions à la fin. Gabriel, c'est à toi. Merci, Anaël. Donc, pour continuer, je vois que le temps passe. Nous continuons avec la deuxième partie. Donc, on a vu déjà la première partie sur les matières premières, fabrication. On continue avec la fin de vie. Donc, quelle est la fin de vie de ces aliments qu'on a pu acheter à travers un marché? Donc, concrètement, les biodéchets. Donc, juste pour commencer, un chiffre clé. Je pense qu'il est important de rappeler que le biodéchet représente un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des Français, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Et alors, pour continuer tout de suite concrètement, qu'est-ce qu'un biodéchet? Alors, un biodéchet, selon la législation, est à la fois un déchet de cuisine et de table et des déchets verts. Ça veut dire des restes de repas, des épluchures, des tontes de pelouse, de feuilles mortes. Voilà la définition des biodéchets. Et pour aller rapidement sur le cadre législatif et réglementaire européen, cette obligation était inscrite déjà dans une directive de 2008, mais concrètement, c'était la loi AGEC qui est venue à travers l'article 88 à inscrire une nouvelle obligation à laquelle je pense que vous, acheteurs, vous aurez dû faire face parce que la loi AGEC a disposé qu'au plus tard, le 31 décembre 2023, cette obligation de tri à la source s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales, dans le cadre du service public de gestion des déchets. Donc, voilà. Anaël, si vous pouvez continuer, s'il te plaît, avec la slide suivante. Cette obligation, dans la pratique, a généralisé le tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs de biodéchets, y compris les collectivités, et elle a mis en place, elle a rendu obligatoire une obligation de mise en place de moyens pour permettre le tri à la source des biodéchets. Et elle n'impliquait pas une obligation de résultat, mais plutôt une obligation de mise en place de moyens pour la valorisation de ces biodéchets. Alors, cette valorisation, je rentre dans le détail technique, elle peut se faire à travers la méthanisation ou le compostage. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette obligation s'est traduite dans le cadre de la commande publique à travers un besoin de mettre en place des moyens avec une obligation dans laquelle vous, acheteurs, vous avez un besoin justement de pouvoir être au rendez-vous et vous mettre en conformité avec cette obligation. Donc, les marchés publics, on l'a vu ce dernier semestre, ont été utilisés comme un levier pour mettre en œuvre la disposition légale. Et justement, pour ça, nous avons souhaité inviter une collectivité barinoise qui a été exemplaire et qui a lancé un marché public de prestations, ou qui va lancer c'est mieux, un marché public de prestations de fabrication, fourniture et livraison de composteurs en bois. Donc, j'invite Madame Chloé Vetter du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères, SMICTOM, je l'ai dit, de la région de Saverne, pour nous éclairer, pour nous parler un peu plus du marché et de cette obligation-là à laquelle vous avez dû faire face. Bonjour à tous. Alors, je voulais juste savoir si vous m'entendez déjà. Oui. C'est bon? Ça fonctionne? bon. Ok, super. Parce que des fois, j'ai des problèmes de son. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Chloé Vetter. Je travaille au SMICTOM donc, de Saverne. C'est à 40 km au nord-ouest de Strasbourg. Et je m'occupe de tout ce qui est prévention, c'est-à-dire tout ce qui est action de réduction des déchets. Donc, on a un programme spécifique qui s'appelle PLPDMA. Et en parallèle, je m'occupe aussi de tout ce qui est biodéchets. Voilà, donc le SMICTOM, donc, c'est un syndicat de collecte et de traitement des déchets ménagers qui va gérer les déchets d'environ 63 000 habitants, des communautés de communes, donc Pays de Saverne, Anneau-la-Petite-Pierre et 3 communes de Mossig et Vignoble. Donc depuis 2011, on accompagne les habitants de notre territoire sur le compostage individuel.
Et dans le cadre de l'obligation de tri à la source des biodéchets, dès 2018, on a mis en place une expérimentation de collecte des biodéchets en point d'apport volontaire. Donc vous voyez un point, là, c'est les points vert foncé en acier. Voilà, donc on a mis en place cette expérimentation sur les communes volontaires de notre territoire. Et en parallèle, on a mis en place des sites de compostage collectif dans les communes volontaires également. Voilà, suite à l'expérimentation, on a décidé de déployer la collecte uniquement dans les communes qui ont plus que 50 familles en immeuble. Voilà, et toutes les autres communes, on leur propose des sites de compostage collectif. Il faut savoir que ces sites sont suivis par un de mes collègues qui est en train de se former maître composteur. Voilà, c'est une autre de nos spécificités. En fait, il y a peu de territoires qui ont un dispositif mixte avec à la fois une collecte et du compostage collectif. Et il y a également peu de territoires qui ont fait le choix de suivre les sites de compostage collectif. Habituellement, on forme des collectifs de citoyens qui après sont autonomes. Mais dans notre cas, on a un territoire semi-rural et c'est assez difficile de trouver des gens qui souhaitent s'impliquer sur cette thématique. Donc on a préféré gérer nous-mêmes le suivi des sites avec l'aide d'habitants élus. Alors, attendez, il y a habitants élus ou autres volontaires au sein de la commune, mais le rôle de ces personnes est très limité, c'est-à-dire qu'on leur demande de jeter un œil sur le site pour nous prévenir en cas de souci et être en capacité d'expliquer aux nouveaux arrivants le fonctionnement du site. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, le marché de fabrication, fourniture et livraison de composteurs en bois. Donc, je suis très contente parce qu'il a été mis en ligne mardi. Voilà, c'est mon premier MAPA en ligne. Et donc, nous avons décidé d'en faire un marché réservé, donc un marché réservé à la fois aux entreprises d'insertion et aux ESAT. Nous achetons deux types de composteurs, donc des composteurs 300-400 litres et des composteurs 600-700 litres. Nous en achetons déjà depuis pas mal de temps. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était de partir sur un MAPA et j'en avais jamais rédigé. Et du coup, je me suis mise en quête d'aide et j'ai trouvé le guichet vert sur Internet. Voilà. Donc, je les ai contactés par mail, je crois, dans un premier temps. Ensuite, on a eu un entretien téléphonique dans le cadre duquel j'ai pu bénéficier de conseils. Et après, Olivier et Gabriel m'ont également envoyé des préconisations. Voilà. Donc, oui, il y avait notamment le sourcing aussi auprès des acteurs de l'ESS et de la FIBois pour réfléchir sur le type de bois qu'on pouvait demander dans le cadre du marché. Voilà. Et ils m'ont proposé d'intégrer du coup un mémoire environnemental à mon marché avec les critères qui sont listés donc, sur la slide. Donc, labellisation du bois, type de traitement, le matériel de livraison, le type d'emballage. Et par la suite, les mesures d'accompagnement que sont en mesure d'effectuer les acteurs de l'ESS. Voilà. Et alors, cet accompagnement m'a été très utile et j'ai proposé à Gabriel et Olivier d'intervenir à une réunion que j'avais avec les autres collectivités déchets alsaciennes pour présenter leurs activités et les possibilités d'accompagnement aux autres collectivités. Voilà. Et suite à cette présentation, on a rééchangé avec Gabriel et on se disait que ce serait intéressant de proposer d'intervenir une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour présenter les acteurs de l'ESS du territoire qui seraient en capacité de répondre au marché ou aux commandes, aux besoins en fait, des collectivités. Et depuis, j'ai échangé avec une collègue qui m'a dit « Ah mais oui, c'est vrai », parce que je lui parlais d'une entreprise d'insertion qui fabrique des panneaux. Elle me dit « Ah mais oui, mais c'est vrai, quand je passe une commande, je sais pas trop, j'y pense pas, je connais pas les acteurs ». Et je pense que les gens ont beaucoup d'automatisme. Ils passent des commandes auprès des acteurs qu'ils connaissent. Et l'offre de l'ESS n'est pas encore très connue, en tout cas en Alsace. Voilà, donc voilà, je pense que ça peut être une piste intéressante pour les autres territoires.
Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, merci bien, Madame Vetter. Donc, et merci d'avoir sollicité justement le guichet vert pour cette question sur les aspects environnementaux pour ces marchés de fourniture. C'est vrai que nous, en tant que guichet vert, c'était la première fois que on traitait ces questions-là sur les aspects environnementaux à ajouter. Donc, c'est vraiment ce conseil de premier niveau. Nous sommes ravis que ça a pu vous aider à la rédaction de votre cahier et puis après, qui vous a donné des pistes par la suite pour la recherche des structures inclusives. Donc, voilà vos coordonnées, les coordonnées. Et alors, je pense que, et voilà, finalement, quelques ressources à disposition qui seront aussi dans la présentation. Et donc, je ne sais pas si on a encore le temps pour répondre à quelques questions. Alors, oui, il y a une question pour vous, Madame Vetter. Qu'est-ce que vous a incité à opter à un tel marché? Je travaille déjà avec une entreprise d'insertion et un ESAT de mon secteur qui nous fournissait jusqu'à présent des composteurs. Voilà, et du coup, j'avais envie qu'on continue à passer par ce type de structure. Voilà, pour moi, ça a du sens. En plus, elle fabrique des composteurs en bois local, non traités. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivée en 2015, on avait des composteurs qui venaient de l'autre bout de la France et qui étaient en bois traité. Voilà, du coup, je ne souhaitais pas repartir sur ce type de marché. J'avais envie de rester sur du bois local, non traité, avec des acteurs de l'ESS. Et donc voilà, ça me permet aussi de rebondir et de dire que quand nous avons reçu la sollicitation dans le cadre du guichet vert, c'est vrai que le marché, il était déjà exemplaire d'un point de vue social parce qu'il était déjà un marché réservé. Et en plus, Madame Vetter, le SMICTON, voulait aller encore plus loin dans la dynamique, pas rester que dans le social, mais d'aller, parce qu'il avait déjà une démarche environnementale dans les marchés, mais cette fois d'aller encore plus loin. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, le guichet vert a pu apporter un conseil pour un marché qui était déjà exemplaire de deux points de vue du développement durable. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est bon. Est-ce qu'en tant que cuisine centrale, nous avons une obligation de gestion de nos propres biodéchets et pas ceux des collèges desservis? Bon, je pense que bon, c'est une question qui ne rentre pas proprement dit dans le cadre du guichet vert. Hmm, Je pense qu'il y a une obligation de tri. Après, à ma connaissance, la plupart des établissements, ils passent par un collecteur privé. Mais en tout cas, effectivement, je dirais aussi que oui, il y a obligation au moins de trier, étant donné que la cuisine centrale est détentrice de biodéchets et donc en lien avec la nouvelle obligation du 1er janvier 2024, oui, vous devez gérer les biodéchets. Alors, on a vu qu'il y avait quelques questions auxquelles on n'avait pas répondu, mais on s'était dit 9h, 9h45, donc on va devoir vous quitter. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, et on vous fera une réponse par mail. Tout le monde y aura accès. On va faire un mail commun hein, avec pour que tout le monde voit les questions-réponses. Comme ça, si ça amène à d'autres questions, vous pourrez nous recontacter. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à contacter le guichet vert directement, le guichet vert de votre région. Je vois qu'il y a le lien qui a été mis plus haut pour les questions qui demandent un peu plus de temps, en tout cas, que ce qu'on peut faire aujourd'hui en webinaire.
Je vous ai mis aussi un lien vers le questionnaire, histoire d'avoir votre avis sur le webinaire. Comme ça nous permet de bien organiser les prochains, puisque là, on en est au 4e et on ne cesse de tenter de s'améliorer, en tout cas, pour vous proposer le webinaire le plus pertinent. Alors quelqu'un a levé la main. Monsieur, madame Vassard, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez avant qu'on se quitte. La main est baissée, c'était peut-être non, la main est encore là. Prévoir une réunion plus longue, on est d'accord, on s'en est tous rendus compte, je crois. Vous avez raison. Je pense que la prochaine fois, on s'offrira un petit quart d'heure de plus au moins. Eh ben, merci à toutes et tous d'avoir participé et on se retrouve prochainement pour le prochain café guichet vert ou bien par le biais directement, du guichet vert, pour répondre à vos questions. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci, Madame Vetter. Merci.